France 24, LCP, Public Sénat, présente. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe. Cette émission vous est proposée par France 24 et Radio France Internationale. En cette semaine où les Européens continuent de s'interroger sur leur place et leur puissance dans un monde très mouvant, où la France s'efforce d'être au cœur du réacteur européen, nous avons le plaisir de recevoir Benjamin Haddad. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le ministre délégué à l'Europe de la France, donc, et ce depuis 6 mois. Monsieur Haddad, merci de nous rendre visite. Je rappelle que vous avez été auparavant secrétaire national de l'UMP de 2011 à 2014. Vous avez rejoint Emmanuel Macron et La République En Marche, donc, que vous représentez notamment en 2017 à Washington, tout en exerçant au sein de think tanks américains, ce qui n'est pas courant. Élu député du très chic 16e arrondissement de Paris, vous êtes, on le disait, donc aujourd'hui en charge de l'Europe et on en est à 100 jours de la fameuse présidence Trump à la Maison-Blanche, avec des conséquences qui semblent assez négatives pour nous. Les États-Unis sont rapprochés de la Russie, laissant l'Ukraine en position de faiblesse, peut-être même de recul. C'est votre analyse ? Je crois qu'on est à un moment de bascule historique pour notre continent. Et il faut tirer les conclusions, les conséquences de ce qu'on est en train de voir. Déjà, on a depuis 3 ans la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine à nos portes, qui a un impact évidemment sur la liberté, la démocratie et la souveraineté des Ukrainiens, mais plus profondément sur notre sécurité à nous, Européens, puisque les Ukrainiens se battent aussi pour la sécurité de l'Europe. Et c'est pour ça qu'on les soutient. Et puis, bien sûr, vous l'avez dit, il y a les questions qui se posent sur les relations transatlantiques, l'avenir de la garantie de sécurité américaine, mais je dirais, au-delà de la simple présidence et personnalité de Donald Trump, la vérité, c'est que l'on voit une tendance depuis plus d'une dizaine d'années des États-Unis qui se tournent vers l'Asie. Rappelez-vous déjà les tendances protectionnistes qu'on a vues aussi bien avec Barack Obama, bien sûr avec Joe Biden, qui a continué, voire amplifié celle de l'administration Trump avec l'Inflation Reduction Act, ce plan massif de subvention, de soutien à l'industrie américaine, sans coordination avec les alliés européens, le retrait unilatéral d'Afghanistan, là aussi, sans dialogue avec les Européens qui étaient encore sur le terrain, comme les Britanniques ou les Allemands. Et puis, les débats, depuis longtemps déjà, sur le partage de fardeau, sur les dépenses de défense de l'Europe, fondamentalement. Tout cela nous dit quoi ? Nous dit que c'est le moment pour les Européens de prendre leur destin en main, d'investir massivement dans leur défense, dans leur autonomie stratégique et leur coopération industrielle sur les questions de défense, dans leur compétitivité et leur innovation aussi. En 30 ans, les États-Unis ont généré 2 fois plus de PIB par habitant. Alors, parlons Ukraine. Des incertitudes sur le plan de paix de Trump, sur les intentions réelles de Vladimir Poutine, qui parle de geler le front pour assurer la paix. Donald Trump suppose que les Ukrainiens devront faire des concessions territoriales importantes, renoncer à adhérer à l'OTAN. Si les Américains ne donnent pas de garantie de sécurité sous forme de troupes au sol, Benjamin Haddad, est-ce que les Européens sont prêts à y aller seuls ? La vérité, c'est que le président Zelensky, il y a plus d'1 mois déjà, a dit qu'il souhaitait une trêve inconditionnelle, qu'il y était prêt. La Russie n'a pas répondu. Puis nous avons eu un dialogue diplomatique pour proposer une trêve sur les frappes contre les infrastructures énergétiques et les frappes en mer Noire. Là aussi, la Russie s'est dérobée, a fait des demandes qui étaient inacceptables comme la levée des sanctions et a continué de frapper les civils, de frapper les infrastructures, de frapper les militaires ukrainiens sur le sol ukrainien. Et puis, la Russie continue d'avoir des visées maximalistes et inacceptables. La neutralisation de l'Ukraine, la démilitarisation de l'Ukraine, le renversement du président Zelensky qui a été démocratiquement élu par son peuple. Fondamentalement, ce que la Russie cherche depuis le début, c'est d'effacer l'Ukraine en tant qu'État-nation, en tant que nation souveraine et indépendante. Et ça, c'est inacceptable. C'est pour ça que les Ukrainiens se battent et c'est aussi quelque chose que les Européens ne peuvent pas accepter. Le président Trump dit qu'il souhaite la paix. C'est notre cas à nous aussi. C'est pour ça que nous dialoguons en permanence avec nos alliés américains sur ce sujet. Vous le savez, les représentants américains, le secrétaire d'État, le négociateur Witkoff étaient
à Paris, c'était la première fois qu'on avait autour de la table les Ukrainiens, les Européens et les Américains pour dire que nous souhaitions un cessez-le-feu. Ce n'est pas juste les armes qui se taisent un instant. Si c'est une trêve qui serait utilisée par la Russie pour réarmer et pour réattaquer, ça nous mettrait tous en danger. Et donc la question qui se posera, c'est évidemment de pouvoir dissuader aussi la Russie de réattaquer. Pourquoi? Parce qu'on connaît notre histoire. Dissuader avec des troupes au sol européennes, et vous pensez que les opinions publiques sont prêtes? Alors dissuader, ça passera par des garanties de sécurité. Les garanties de sécurité, la première, c'est quand même d'avoir une armée ukrainienne forte, robuste, indépendante. C'est pour ça que le soutien européen à l'armée ukrainienne continuera, bien sûr, dans le temps long. Et puis, ça peut passer. C'est ce qu'a indiqué le président de la République lorsque nous avons eu ces échanges avec nos partenaires, à commencer par les Britanniques et d'autres, la coalition des volontaires. Ça peut passer par des contingents européens dans des points stratégiques qui ne seraient pas combattants, qui ne seraient pas sur la ligne de front naturellement, mais dans des points stratégiques comme des troupes de réassurance. Vous savez, c'est le cas aujourd'hui dans un certain nombre de pays européens, que ce soit les pays baltes, la Pologne ou encore la Roumanie ou la nation cadre. Il y a ces troupes de réassurance. L'enjeu, encore une fois, c'est de permettre la sécurité du continent sur le long terme. Parce que on a eu, après l'annexion de la Crimée et les premières attaques contre le Donbass, l'accord de cessez-le-feu de Minsk, dont la France et l'Allemagne étaient garants. Il a été violé et bafoué par la Russie des dizaines de fois. La Russie s'est préparée à réarmer et à attaquer après l'invasion de grande échelle. Cette fois-ci, vous avez mentionné cet effort des Européens d'augmenter leurs dépenses militaires à 3,5% du PIB. C'est un peu la visée. La Cour des comptes estime que la France est au pied du mur avec une dette qui pourrait atteindre 120% en 2026. Alors, sauf à relever les impôts et tailler dans les budgets sociaux, et sauf à recourir à un grand emprunt communautaire, mais il n'y a évidemment pas beaucoup de financement novateur, ni véritablement d'appétence de nos partenaires. Comment est-ce qu'on va augmenter ces dépenses de défense? Alors, la France n'a pas attendu cette guerre pour augmenter ses dépenses de défense. Et vous le savez, sur les 2 mandats d'Emmanuel Macron, nous aurons doublé le budget français de la défense. Vous avez vu lors du Conseil extraordinaire du 6 mars, la Commission européenne, largement sous impulsion des États membres, comme la France, a annoncé des mesures pour pouvoir faciliter l'investissement des États membres dans la défense. Que ce soit exclure certaines dépenses de défense des calculs de déficit de la Commission européenne, un prêt de 150 milliards pour pouvoir aider les États membres qui souhaitent coopérer entre eux pour investir dans des capacités dans lesquelles aujourd'hui on est dépendant. On va faire appel à ce prêt, nous. Ah, bien sûr. Et on va travailler avec nos partenaires dans les domaines dans lesquels on est dépendant aujourd'hui des États-Unis. Cyber, drones, frappe en profondeur, munitions, satellites. Quand on pense au rôle, évidemment, que joue Starlink en Ukraine. Voilà autant de domaines dans lesquels nous devons avancer ensemble en Européens et avoir des coopérations industrielles pour soutenir notre industrie de défense, naturellement, parce qu'on ne va pas aller utiliser des fonds européens pour aller soutenir l'industrie américaine ou coréenne. C'est le cas beaucoup en ce moment. Oui, parce que c'est non seulement pour donner de la visibilité à nos industriels qui en ont besoin pour monter en capacité, mais je le dis, c'est aussi un enjeu pour garder la souveraineté sur l'usage, sur la technologie, sur l'exportation aussi de ces armements. Donc cette question de la préférence européenne, elle est absolument clé si on veut justement la souveraineté de l'Europe sur le plan militaire. Et puis après, vous parlez de la situation budgétaire de la France. Nous aurons à la rentrée de septembre nos budgets, mais on a fait le choix là, de travailler dès maintenant avec les forces politiques pour construire ce budget. Nous devons trouver dans ce budget 40 milliards d'économies et le Premier ministre a vraiment tenu un discours de vérité. Aujourd'hui, nous sommes plus endettés que nos voisins, nous sommes plus imposés que nos voisins, donc ce n'est pas en augmentant les impôts qu'on va pouvoir trouver des économies et donc des recettes. Et donc fondamentalement, et nous travaillons moins. Vous nous annoncez des coupes budgétaires. Nous devrons... Non, mais vous savez, souvent on a l'impression que le débat c'est juste augmenter les impôts ou baisser les dépenses. On peut aussi réformer et créer la croissance, générer des recettes par la croissance. C'est ce que nous avons fait ces dernières années en France en réformant le pays. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui en France le chômage le plus faible en 40 ans. C'est pour ça qu'on a fait de la France le pays le plus attractif pour les investissements étrangers en Europe. Et nous devrons continuer à réformer. Taxera pas, Donald Trump joue au chat et à la souris avec les Européens sur la hausse des droits de douane. Vous qui avez vécu donc aux États-Unis, quelle attitude vous conseillez aux Européens sur ce chapitre qui pourrait les pénaliser énormément, hein? La Commission européenne est à la manœuvre. Aujourd'hui, le président des États-Unis, il a annoncé des droits de douane de 10%
sur tous les biens et de 25% sur l'acier et l'aluminium. Ces droits de douane, ils sont complètement injustifiés et ne correspondent pas du tout à la réalité des relations économiques entre l'Union européenne et les États-Unis. Les États-Unis nous disent que l'Union européenne impose des droits de douane de 39% aux États-Unis parce qu'il y a 39% à peu près de déficit commercial. Ça n'a pas de sens. Déjà, ça n'inclut pas les relations sur les services. Et vous savez que les Européens sont importateurs de services, en particulier de services numériques américains. On y compte des taxes qui sont imposées à toutes les entreprises, y compris européennes, comme la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Donc tout ça n'a pas de sens. Ce que l'on constate aussi, c'est que cette guerre commerciale, elle n'est dans l'intérêt de personne. Elle a commencé pas dans l'intérêt des entreprises américaines ou des consommateurs américains. Elle va avoir un impact inflationniste sur les États-Unis. On voit aujourd'hui les entreprises américaines qui tirent la langue, les marchés boursiers qui sont en train de dévisser. On a déjà eu ces débats lors des années 30, quand on a eu des spirales protectionnistes. Ça, donc vous êtes pour le libre-échange. Mais jusqu'où vous êtes pour le libre-échange? J'ai envie de vous dire, les tensions commerciales avec Washington, il relance aussi l'intérêt de beaucoup d'Européens, peut-être de la grande majorité des Européens, pour des grands accords commerciaux avec le reste du monde, comme l'accord UE-Mercosur. La France maintient son opposition au nom de la protection de ses agriculteurs. Jusqu'à quand? Alors, on est pour le libre-échange. Mais à un moment, il ne faut pas non plus être naïf ou les dindons de la farce. Fondamentalement, avec les États-Unis, aujourd'hui, la Commission européenne mène une négociation pour mener à la désescalade avec les États-Unis. Nous la soutenons. Ce que nous avons dit aussi, c'est que nous devons être prêts à utiliser des instruments de réponse que nous avons développés ces dernières années. Je pense par exemple à l'instrument anti-coercition qui permettrait d'élargir la palette d'instruments dont dispose l'Union européenne pour répondre, la taxation sur les services numériques, l'interdiction... Les big tech américaines. Vous conseillez de s'attaquer aux big tech américaines qui soutiennent Trump. Je dis que nous avons des instruments qui ont été développés précisément pour faire face à ce type de situation. Donc, mettons-les sur la table. Encore une fois, il y a aujourd'hui une négociation. La présidente de la Commission elle-même a dit que la taxation des services numériques était une possibilité, l'interdiction d'accès à certains marchés publics, la possibilité de saisir la propriété intellectuelle. Je dis juste que nous avons des instruments et l'Europe n'est pas faible. L'Europe, c'est 450 millions d'individus, c'est un grand marché intégré, c'est le premier partenaire commercial des États-Unis. Donc nous avons les moyens d'imposer un rapport de force et de défendre nos intérêts. Et nous devons nous ouvrir aux autres pays, en particulier. Mais une spirale protectrice n'est l'intérêt de personne. Sur le Mercosur, je vais vous dire la même chose. La question, c'est encore une fois la réciprocité et la défense de nos intérêts. C'est pas parce qu'on est sous pression douanière des États-Unis qu'on doit aller se précipiter à aller accepter des mauvais accords. Si vous avez là des accords dans lesquels on va importer des produits dont on interdit la production en Europe parce qu'on a imposé des normes, des standards particuliers à nos agriculteurs, mais que nous n'avons pas de réciprocité, nous n'avons pas de clause miroir, ça n'a pas de sens. Faisons toujours en sorte... contre, mais de façon constructive, c'est ce que vous nous dites. Mais on a toujours dit qu'on était opposé à cet accord en l'état, qu'on soutenait les accords avec le Chili, avec la Nouvelle-Zélande, ce qu'on appelle les accords de nouvelle génération. Précisément, il y a des clauses miroirs, des clauses de sauvegarde, de la réciprocité commerciale. Il y a cet accord avec le Canada, le CETA, qui fonctionne très bien. Donc, faisons en sorte là, encore une fois, de ne pas nous mettre dans des situations de concurrence déloyale et de nous tirer des balles dans le pied. Le pape François est décédé le lundi 21 avril, un pape argentin qui laisse une marque plutôt progressiste, essayant de rapprocher les Européens de leurs voisins africains, par exemple, puis avec cette idée que dans un climat très anti-migrant, y compris à Rome, depuis l'élection d'un gouvernement de droite radicale, il défendait ces migrants. C'est une voix peu entendue finalement en Europe. Déjà, je voudrais rendre hommage au pape François, présenter... mes condoléances aux catholiques du monde entier, aux catholiques de France et à tous ceux qui ont vu dans ce pape une source d'inspiration dans la voie vers le dialogue, vers la paix, vers la tolérance. Et je crois qu'il a vraiment incarné une figure universelle à cet égard. Sur la question de l'immigration, il y a dans tous nos pays une exigence normale, naturelle de maîtriser nos frontières, d'avoir des politiques migratoires démocratiques, de pouvoir faire respecter la loi. Mais ce qui nous a rappelé, c'est que derrière ces principes, il y a des individus, il y a des parcours de vie, il y a des femmes, des hommes, des enfants. On a vu les drames humains en Méditerranée, avec des centaines de morts dans la Méditerranée, dans des conditions absolument atroces. Et donc, on a, encore une fois, l'exigence, en tant que dirigeant politique, de faire respecter le droit, de faire respecter la loi, et de le faire avec humanité, et de travailler au-delà de cette question migratoire, bien sûr, un partenariat beaucoup plus ambitieux, un partenariat économique, un partenariat profond avec les pays de la rive sud de la Méditerranée. Voilà des sujets
qui ne doivent pas être des sujets de division. Le 6 décembre 2024, l'élection présidentielle roumaine a été annulée suite à des manipulations sur des réseaux comme TikTok en faveur du candidat d'ultra-droite Călin Georgescu. À l'approche d'un nouveau scrutin, les 4 et 18 mai, il a été disqualifié, mais George Simion, leader de l'Alliance de l'Union des Roumains, donc d'extrême droite, a pris la tête des sondages avant un vote qui menace d'ébranler l'Union européenne et l'OTAN. J'étais en Roumanie il y a quelques semaines. De quoi parlons-nous? Vous avez là la Russie qui s'est ingérée de façon massive dans une élection via TikTok pour soutenir la candidature de M. Georgescu, un populiste complotiste d'extrême droite. TikTok est un réseau social qui est utilisé quotidiennement par des millions de Roumains. À un moment, Georgescu s'est retrouvé le nom le plus partagé, le numéro 8 en tendance dans le monde sur TikTok. On voit la dimension complètement artificielle de l'amplification. Le réseau TikTok a lui-même révélé qu'il y a eu plus de 100 000 bots, donc des faux comptes, qui ont été désactivés par le réseau social. Donc oui, nous devons collectivement nous défendre face à ces manipulations et face à ces ingérences via les plateformes de réseaux sociaux. C'est pour ça que l'Union européenne s'est dotée d'instruments comme le Digital Service Act pour pouvoir lutter contre la désinformation, la haine en ligne, les ingérences, la manipulation des algorithmes. Et maintenant, nous devons utiliser ces outils. Et je le dis, non seulement utiliser parce qu'il y a des enquêtes en cours contre des acteurs comme X et TikTok, donc faire respecter notre droit, notre état de droit. X d'Elon Musk. On n'a pas peur d'Elon Musk qui est aussi au gouvernement américain. Mais fondamentalement, il s'agit de faire respecter notre état de droit européen. On parlait tout à l'heure de nos dépendances sur le plan militaire, mais on voit aussi nos dépendances sur le plan technologique. Fondamentalement, l'enjeu, c'est de faire en sorte que demain, les grands acteurs technologiques, dans l'intelligence artificielle, dans le quantique, ils soient européens, ils soient souverains, et qu'on ne soit plus dépendant des Américains ou des Chinois. Et pour cela, ça ne passe pas que par des barrières de régulation, ça passe aussi par l'investissement. Merci Benjamin Haddad, vice-délégué en charge de l'Europe pour la France. Merci à vous d'avoir été notre invité. D'ailleurs, on continue sur le thème de la désinformation et de la crainte des fake news et d'ingérence russe dans nos campagnes électorales prochaines en Roumanie et en Pologne. C'est en effet le débat de notre semaine à Bruxelles avec nos invités. Bienvenue au Parlement européen pour parler désinformation et ingérences étrangères dans nos démocraties européennes. Alors, plusieurs scrutins vont être une fois encore observés de très près à l'élection présidentielle roumaine des 4 et 18 mai, et puis celle qui va se tenir en Pologne les 18 mai et 1er juin. Alors en Roumanie, fait extrêmement rare, le premier tour avait été annulé en décembre dernier après qu'un candidat surprise nationaliste pro-russe a été propulsé en tête par le réseau chinois TikTok. Le réseau qui a depuis reconnu que ce candidat avait bénéficié du soutien de 27 000 comptes inauthentiques ayant pour but de manipuler le discours électorale. La Commission européenne a ouvert une enquête dont les conclusions ne seront malheureusement pas rendues à temps pour ce nouveau tour de scrutin, mais des mesures préventives ont cette fois été prises avec un contrôle renforcé sur les publications politiques en ligne. Alors certains crient à la censure, l'extrême droite européenne en particulier, appuyée par un discours trumpiste venu des États-Unis, défavorable à toute réglementation européenne des réseaux et à la lutte contre la désinformation. Pour en débattre aujourd'hui, deux invités, deux eurodéputés. Siegfried Mureșan, bonjour, eurodéputé roumain pour le Parti populaire européen. C'est la droite, donc les conservateurs au Parlement. Et puis Fabrice Leggeri, eurodéputé français du groupe des Patriotes et donc porte-parole du Rassemblement national. C'est aussi la droite, mais alors plus à droite encore que vous. Nous revenons d'abord sur ce qui s'est passé en Roumanie en décembre dernier. Sur 19 millions de citoyens, notons que la moitié utilise TikTok très régulièrement. Ah, ça, c'est vraiment le record en Europe d'ailleurs. Un fameux Georgescu, qui était crédité de 5% des suffrages, s'est retrouvé avec 23% au premier tour, obtenu par une campagne de vidéos virales sur TikTok. Que s'est-il passé ? Le résultat du candidat Georgescu, le 23%, c'était une surprise. Il n'est pas apparu dans les sondages. Il n'a pas vraiment participé à la campagne électorale. Ce qu'il a fait, c'était qu'il a déclaré un budget de 0 € pour toute sa campagne électorale
aussi pour sa campagne électorale online, mais il avait beaucoup de milliers de comptes qui ont multiplié ces messages, particulièrement sur TikTok. TikTok est un réseau laquelle, quand une vidéo devient virale, il le multiplie beaucoup. Il n'a pas respecté les règles, il n'a pas respecté la loi, aussi sur le financement de la campagne. Le résultat était que nous avons eu 2 élections en automne 2024, le parlementaire et le présidentiel. Les parlementaires sont bien passés, pas d'ingérence, pas l'utilisation abusive de comptes sur le réseau social, pas des illégalités sur le financement. Les partis ont bien déclaré leurs finances. Le résultat était une majorité, c'était un parlement, une majorité parlementaire était formée, une coalition, un gouvernement, lequel maintenant est en charge. Mais pour les présidentielles, la Cour constitutionnelle est arrivée à la conclusion qu'à cause des illégalités et toute la campagne était dénaturée, les élections doivent être répétées. Effectivement, Fabrice Leggeri, la Cour constitutionnelle roumaine a annulé cette élection de décembre dernier. Au Rassemblement national, je crois que vous croyez que cette décision a été prise, je cite, sans raison valable pour éliminer la voix du peuple. Vous ne reconnaissez pas l'ingérence russe dans ce scrutin ? Nous, ce que nous voyons surtout, c'est au niveau bruxellois, au niveau des institutions, notamment de la Commission européenne, une volonté de contrôler la pensée et de contrôler les élections en Europe et de contrôler pour museler les peuples. Alors, là, ils ne sont pas intervenus dans ce scrutin. Non, mais il y a, si vous voulez, une ambiance générale que l'on voit bien dans les institutions européennes. Où vous avez, par exemple, Thierry Breton, qui n'est plus commissaire européen, mais qui avait quand même lancé des avertissements du style nous l'avons fait en Roumanie, donc annuler des élections, nous le ferons en Allemagne. Il s'agissait d'encadrer les publications sur les réseaux sociaux. Thierry Breton avait dit quelque chose qui était que la liberté d'expression n'est pas illimitée en Europe. Et je trouve que ça, c'est extrêmement grave. Nous considérons que c'est extrêmement grave de voir une élection présidentielle interrompue à l'issue du premier tour, alors qu'un deuxième tour était prévu. Et nous voyons bien qu'il y a au niveau de Bruxelles, au niveau de la Commission européenne, là, c'est de la Cour constitutionnelle, oui, mais c'est une ambiance qui pèse aussi roumaine sur, je dirais, des décisions qui peuvent être prises au niveau national. Vous n'avez pas répondu à ma question sur les ingérences russes. Pas d'ingérence russe, c'est ce que dit le Conseil de sécurité roumain, qu'il y a eu des ingérences de la Russie dans ce scrutin. Mais est-ce que... alors, la notion d'ingérence, c'est une question que nous étudions dans la commission parlementaire dite du bouclier démocratique européen. Il y a une focalisation sur un type d'ingérence. Je parle du fonctionnement des institutions de l'Union européenne. Il y a une focalisation sur des ingérences russes ou sur des menaces hybrides russes, mais il n'y a curieusement pas de volonté des institutions de l'Union européenne de vérifier s'il n'y a pas d'autres formes d'ingérence, soit par des acteurs étatiques, l'Azerbaïdjan, j'ai cité la Chine. En l'occurrence, c'était 27 000 faux comptes, 27 000 faux comptes et qui ont été attribués à la Russie que TikTok reconnaît de provenance. Plus que 20 000 de comptes contrôlés, une grande partie de la Russie. C'est seulement des États qui peuvent avoir la force, l'infrastructure pour organiser une opération comme l'opération organisée en Roumanie. Je suis sûr que l'interférence en Roumanie n'était pas le seul cas. Je suis sûr que la Russie a préparé ces réseaux de comptes faux pour les utiliser dans les autres élections au niveau de l'Union européenne aussi. On doit être très attentif et ce n'est pas la liberté d'expression laquelle on doit limiter, bien sûr, mais c'est le caractère abusif et les illégalités lesquelles on doit vérifier. Et la Commission européenne, elle n'a rien fait pendant les élections. C'est en tout cas les autorités au niveau national qui organisent les élections. La Commission européenne n'a rien fait et la Commission n'a rien dit sur le processus électoral de la Roumanie. D'ailleurs, dans ce nouveau scrutin des 4 et 18 mai, est-ce que la Roumanie a pris des mesures
préventives, lesquelles on parle aussi des utilisateurs eux-mêmes qui finalement dénoncent les faux comptes. Oui, la vérité est qu'en automne 2024, la Moldavie a aussi organisé un référendum sur l'intégration européenne et aussi des élections présidentielles. Dans la Moldavie, on a aussi vu l'interférence. Et ça, ce n'était pas l'interférence de la Russie. Ça n'était pas une surprise. Mais l'interférence sur cette magnitude dans un État membre de l'Union européenne était une surprise. Nous ne sommes pas bien préparés en Roumanie avant les élections de l'année dernière, mais maintenant, oui, nous sommes la préparation est meilleure, les gens sont mieux informés, ils sont maintenant bien informés sur les risques de désinformation et de manipulation. Les autorités ont commencé de travailler. Fabrice Leggeri, par exemple, les autorités roumaines, pour cette nouvelle campagne, demandent à ce que les contenus politiques soient clairement étiquetés, que s'il y a un financement par une entité étrangère, cela soit aussi signalé. Ça, c'est une bonne chose ou vous criez à une forme de censure parce que les contenus qui ne répondront pas à ces conditions pourront être retirés? Je pense que ce qui est important, c'est que les règles soient annoncées à l'avance en termes de conformité par rapport à une loi électorale nationale. Moi, ce que je soulignais, c'est qu'il y a au niveau, encore une fois, des institutions de l'Union européenne, une ambiance qui est créée pour peser sur les États membres, peut-être même pour s'ingérer. Et c'est cela que nous avons dénoncé parce qu'il y a eu des réactions avant même que l'on ait le résultat nécessairement d'une enquête roumaine. Bon. Maintenant, s'il y a pour la prochaine élection présidentielle en Roumanie des mesures précises qui sont annoncées à l'avance et que tous les candidats connaissent, bon, après, il appartiendra aux juges de l'élection, aux juges roumains de l'élection, puisque c'est l'élection présidentielle roumaine. Nous sommes pour la souveraineté nationale et donc nous considérons que la Roumanie, évidemment, est la seule. La souveraineté nationale, c'est pas les ingérences russes, précisément. C'est ni la liberté d'être influencé par Soros. Voilà, parce que parlons quand même aussi des ONG à l'intérieur des institutions de l'Union européenne qui utilisent des financements. On l'a vu par des manipulations d'ONG pour peser sur les processus des institutions de l'Union européenne. Je pense à ces milliards, plus de 7 milliards, 8 milliards dépensés par la Commission européenne pour financer des ONG en matière environnementale, pour aller faire du lobbying auprès des États membres et pour faire du lobbying auprès des députés européens. Donc, réponse là-dessus, M. Moressan. Tous les autres candidats ont respecté les règles. La pluralité des opinions est bienvenue, bien sûr. Les autorités n'ont rien contre un candidat ou l'autre, mais c'était seulement un candidat qui n'était pas transparent sur l'origine de ses finances, qui a déclaré un budget pour toute sa campagne de 0 €. Tous les autres candidats pro-européens ou anti-européens ont respecté les règles. D'ailleurs, le nouveau favori est d'extrême droite, précisément, M. Simion, qui s'est montré volontiers sceptique à l'égard de l'Union européenne et de l'OTAN, qui veut stopper l'aide en Ukraine. Vous risquez, du point de vue du président, de basculer dans le camp pro-Moscou ? Mais mes opinions politiques sont contraires aux opinions politiques de M. Simion, qui est le nouveau candidat pro-russe anti-européen. Mais s'il respecte les règles de la campagne, il doit être candidat. Il est candidat et on va débattre pendant les semaines suivantes. Et bien sûr que j'espère qu'un candidat qui n'est pas extrémiste, qui n'est pas populiste, qui va défendre une Roumanie forte dans une Europe forte, va gagner les élections. Rien qu'une de candidats ou une autre, mais beaucoup contre des illégalités pendant la campagne électorale. Alors Fabrice Leggeri, parlons de l'autre scrutin qui se profile, la Pologne. Là aussi, le gouvernement s'inquiète de l'intensification des cyberattaques russes. On parle de 2000 par jour à un mois de la présidentielle. Le Premier ministre polonais Donald Tusk qui a dénoncé une cyberattaque contre le système informatique de son parti qu'il attribue à des ingérences étrangères. Là aussi, vous mettez en doute ce type de discours ? Non, il ne s'agit pas de mettre en doute s'il y a des attaques, des cyberattaques et qu'il y a des enquêtes qui sont menées techniquement pour savoir d'où viennent les cyberattaques. C'est tout à fait normal que les autorités veillent à la transparence et à la sincérité du scrutin. Nous, ce que nous dénonçons au Rassemblement national, c'est la manière dont la Commission européenne, encore une fois, c'était avec Thierry Breton que ça a commencé, la manière dont ils se sont emparés de ce sujet
pour clairement, depuis Bruxelles, confisquer la possibilité à des groupes politiques d'exprimer un euroscepticisme. Avec, dans le raisonnement de la Commission européenne, et c'était très clair dans le raisonnement de Thierry Breton à l'époque, avec l'idée que si on n'est pas favorable à l'agenda européiste tel que voulu par Mme von der Leyen ou par Emmanuel Macron en France, eh bien, il y a eu des censures sur les réseaux sociaux. Soit on est psychologiquement dérangé, soit on est influencé par l'étranger. Le Digital Service Act n'a jamais été appliqué, il n'y a pas eu d'amende. Vous trouvez qu'il y a eu des censures sur les réseaux sociaux? C'est la question qui se pose. En Europe, maintenant, on voit bien que Washington a annoncé la fermeture de son service chargé de contrer la désinformation étrangère. On voit bien que Donald Trump et finalement les manias de la tech qui lui sont affiliés ont décidé de ne plus faire de fact-checking, surtout pas de vérification. Est-ce que nous, on est en train de suivre ce chemin? Est-ce que nous, on est en train de remettre un cadre, au contraire? Moi, je crois que manipuler les électeurs, manipuler les citoyens n'est pas une bonne idée. On doit avoir une pluralité des opinions, mais s'il y a une ingérence avec des objectifs clairs de manipuler les élections, et si l'ingérence ne respecte pas les règles de la campagne électorale, s'il favorise avec l'utilisation de moyens illégaux un candidat ou une autre, l'utilisation de ces moyens, lesquels ne sont pas légaux, bien sûr qu'on ne doit pas les préparer. Le point important n'est pas si un candidat a une opinion ou une autre. La modération pour contrer les infox, c'est quelque chose que l'Union européenne doit mettre en place, y compris pour les big tech américaines en Europe. En fait, ça, ce que les big tech font, c'est qu'ils ne vérifient pas le contenu comme se prévoit par la loi européenne, et ils vont promouvoir et accélérer la distribution de vidéos lesquelles vont propager des messages lesquels sont faux, lesquels sont désinformatifs, et ça, c'est illégal en Europe. Et parfois même, c'est de l'IA. Ils doivent respecter les règles européennes. Fabrice Leggeri, ce Digital Service Act que vous avez évoqué, on sent que vous n'y êtes pas pleinement favorable. Qu'est-ce qu'on fait? On l'applique ou on va sur un modèle américain où on enlève finalement tous les garde-fous et on laisse l'information et les réseaux faire sans aucune règle? En fait, dans cette réglementation européenne, il y a un mélange entre, d'une part, pourchasser ou chercher à condamner des illégalités, donc par exemple des actions criminelles qui utilisent les réseaux sociaux, qui utilisent Internet pour des activités criminelles. Évidemment, il faut que les acteurs de la tech coopèrent avec les autorités de police et de justice, de la même façon qu'on peut avoir des écoutes téléphoniques légales dans le cadre d'une enquête. Il y a une autre notion qui se retrouve dans la réglementation européenne et qui est beaucoup plus sujette à caution. C'est de savoir ce qui est illicite et ce qui est finalement déjà une appréciation sur un contenu. Et c'est là qu'il y a probablement une divergence en ce qui concerne la définition de la liberté d'opinion en Europe, en tout cas à la Commission européenne et selon cette réglementation, et d'autre part, les Américains. Pour ce qui est de ces sanctions du DSA, en cas d'infraction avérée, répétée, la Commission peut infliger jusqu'à 6% de son chiffre d'affaires annuel. En cas de violation grave, donc, elles peuvent même être coupées, ces plateformes. Je crois que oui, s'ils ne respectent pas les règles, la Commission doit intervenir d'une manière très, très forte. Et ça, ce n'est pas contre la liberté d'expression, mais c'est pour préserver l'état de droit ici en Europe. Merci à vous d'avoir très bien illustré ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi sur France 24 et la chaîne parlementaire. Merci Caroline, merci à tous et bonne suite de programmes sur nos chaînes.